sera tout autre. 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, les scientifiques allemands mettent au point une nouvelle arme, le V2. Missiles autonomes, les V2 transportent leurs charges explosives à des centaines de kilomètres. Ce sont des armes de guerre. Ils sont considérés comme les précurseurs des fusées modernes. À la fin de la guerre, lors de l'invasion de l'Allemagne par les Alliés, les États-Unis et l'URSS entendent bien profiter au maximum des technologies allemandes. S'engage alors une véritable course à la récupération du plus de matériel, de plans et d'ingénieurs possible. Les États-Unis en sortent largement vainqueurs et transfèrent ce précieux butin sur le sol américain. L'Union soviétique part donc avec un sérieux retard, mais sa motivation est grande. L'objectif, construire une version améliorée du V2 allemand et l'équiper d'une tête nucléaire. À ce stade, les visées sont donc principalement militaires. Rapidement, les deux superpuissances rentrent dans une course technologique. Le premier à posséder un missile intercontinental doté d'une charge nucléaire dominera l'autre. Le principal responsable du programme des fusées soviétiques est Sergueï Korolev. Il est chargé de construire le missile tactique le plus puissant jamais conçu, mais sa motivation profonde est légèrement différente. Korolev veut envoyer l'humanité dans l'espace. 1957, la fusée R7 Semyorka est opérationnelle. Elle deviendra le fer de lance de l'URSS dans la conquête spatiale. Le 4 octobre 1957, en fin de soirée, elle s'élève au-dessus de Baïkonour, la base spatiale soviétique. À son bord, le tout premier satellite de l'histoire, Sputnik 1. Dans un premier temps, les dirigeants de Moscou sous-estiment l'ampleur de la réussite. Après tout, ce lancement était surtout destiné à tester la fusée. Personne n'avait anticipé les répercussions internationales. Et pourtant, elles sont immenses. Les Américains sont consternés. Aux yeux du monde, ils ne sont plus la première puissance technologique. Ils ne sont que seconds. Le 3 novembre, les Soviétiques satellisent une chienne nommée Laïka à bord de Sputnik 2. C'est le premier animal vivant envoyé dans l'espace. Les Américains accumulent le retard. Pour répondre au programme soviétique, ils créent leur propre agence spatiale, la NASA. La course à l'espace est lancée. « 12 avril 1961. Cosmodrome de Baïkonour. Au sommet de l'immense fusée R7. Youri Gagarin vient de prendre place dans le vaisseau Vostok. Quelques jours auparavant, les autorités lui ont annoncé qu'il était choisi pour être le premier homme dans l'espace. C'est un immense honneur et un grand danger. Le lanceur R7 a une fiabilité de 50%. Youri est père de 2 filles. Il a écrit une lettre à sa famille. Elle ne sera envoyée qu'en cas d'accident. Dans la salle de contrôle, Korolev n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il connaît les risques. À 6h07, les 4 propulseurs du moteur principal s'allument en même temps. Leur puissance est considérable. Le pouls de Gagarine s'accélère brutalement. À la radio, il annonce « On est parti !» Dans la capsule, tout tremble de partout. Youri Gagarin est cloué à son fauteuil par l'accélération. À la radio, Korolev lui demande s'il va bien. Il répond « Bien, et vous ?» Après 60 secondes, le premier étage a épuisé son carburant et se détache. À 6h12, le second étage est largué à son tour. Vostok continue sa course. 10 minutes après le décollage, arrivant au bout de ses réserves de carburant, le vaisseau atteint l'orbite terrestre. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un homme est dans l'espace. Pour les États-Unis, le choc est terrible. Le président Kennedy prend alors une décision qui restera dans l'histoire.
Le 25 mai 1961, devant le Congrès, il annonce son choix d'envoyer un homme sur la Lune. À Houston, le 12 septembre 1962, il prononce un discours devenu célèbre. Devant 35 000 personnes, il rappelle le chemin parcouru depuis l'aube de l'humanité, les dangers affrontés et les difficultés surmontées. Pour lui, l'humanité ne peut progresser que si elle se fixe de nouveaux défis. Kennedy, sous une pluie d'applaudissements, annonce alors « Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que cela est facile, mais justement parce que cela est difficile. » Ce discours, accompagné d'un effort financier important, lance la NASA vers la Lune. Houston, Londres, Paris, Pékin, Moscou. Ce soir du 21 juillet 1969, le monde est devant sa télévision. Retransmis par 36 chaînes, suivi par 600 millions de téléspectateurs. Les premiers pas de l'homme sur la Lune sont l'un des événements majeurs du XXe siècle. Après 3 jours de voyage dans le vide spatial, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont réussi l'exploit de se poser à la surface de la Lune. La course à la Lune est terminée et elle a été gagnée par les États-Unis. Les Soviétiques, pionniers de l'espace, ont vu leur progression technologique ralentir, notamment après la mort de leur ingénieur le plus impliqué, Sergueï Korolev. Le succès américain, très habilement exploité dans les médias, a renversé l'opinion publique. La place actuelle de l'URSS dans l'imaginaire collectif, simple second de la conquête spatiale, est le résultat de cette communication. Le faire savoir est le complément du savoir-faire. La course à la Lune était donc aussi une compétition médiatique. Une fois gagnée, l'espace a lentement perdu de son intérêt aux yeux des États et du public. Pourtant, la conquête spatiale ne s'est pas arrêtée là. En 1971, les Soviétiques construisent la station spatiale Salyut 1. Pour la première fois, des hommes séjournent dans l'espace. En 1977, la NASA lance les sondes Voyager à la découverte du système solaire. Aujourd'hui, après 18 milliards de kilomètres, Voyager 1 vient d'en sortir et continue sa course vers l'infini. Le 12 avril 1981, Columbia, la première navette spatiale, décolle du centre Kennedy. Conçue pour être réutilisable, elle revient sur Terre moins de 3 jours plus tard, prête pour une nouvelle mission. Le 6 mars 1986, la station russe Mir devient opérationnelle. Ses 350 mètres cubes habitables accueilleront 104 spationautes sur 15 ans. Puis, les Européens joignent leurs forces à celles des États-Unis pour mettre en service le télescope Hubble en 1990. Véritable concentré de technologie, ce télescope spatial a permis de confirmer l'existence des trous noirs. Patiemment assemblée durant plusieurs années, la Station spatiale internationale est le point de départ de la plus grande coopération internationale scientifique et technologique de l'histoire. C'est la base avancée de l'humanité dans l'espace.